Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série L'agroalimentaire chez nous en Appalaches. Alors, pour une deuxième fois dans cette série, ça fait plaisir d'accueillir M. Serge Dubois, vice-président de Biodélices et responsable des ventes et du marketing. Et M. Dubois va évidemment nous parler d'acériculture. Bonjour, monsieur. Hey, bonjour, M. Fecteau. Alors, bienvenue d'abord à notre deuxième rencontre. Ben oui. Alors, étant donné que l'acériculture est, disons, au niveau de la production, la deuxième en liste, si vous voulez, dans la MRC des Appalaches. Alors, si on parlait du tout début de l'opération des entailles, on commence à entailler quand? C'est sûr que la grosse saison va se faire de mi-mars à mi-avril. On aime bien entailler le plus tard possible parce que même si les érables sont congelés, nous dans notre cas, on entaille au mois de février, mais si les érables sont congelés, ils commencent quand même à travailler parce que quand je dis travailler, c'est qu'ils commencent à cicatriser son trou. Fait que si plus on va retarder avant d'entailler, plus le trou va être frais, puis plus l'eau d'érable va s'écouler bien à ce moment-là. OK. Ça veut dire que si vous entaillez trop tôt, vous risquez d'avoir de mauvais résultats. Oui. Si on entaille trop tôt, c'est sûr que si on a une saison qui va se maintenir en froid, ça risque d'être quand même bien quand même, mais si il y a des doutants, à un moment donné, là, il peut se faire des bactéries qui se créent. Puis c'est les bactéries qui font en sorte que ça referme aussi le trou de l'érable. OK. Et à ce moment-là, ça va couler moins bien. Ça va couler moins bien. OK. Quelle est la différence entre un hiver comme on a eu l'an dernier, où même après les fêtes, on avait peu de neige, puis cette année où vraiment, là, on a un hiver qui est rigoureux? On a, selon des études, ça, il y avait toujours des spéculations là-dedans. Hein? C'est l'hiver, elle va être froide, les sucres vont être bons. On sait qu'il peut avoir, comme j'expliquais, la photosynthèse va avoir une influence. C'est sûr que si on a un été qui est bonne avec l'ensoleillement, tout ça, on risque d'avoir beaucoup de sucre de fabriqué. Mais qu'est-ce qui est des nouveautés dans ça qu'on apprend, c'est que l'érable à sucre, ça ne sera pas seulement... Il n'aura pas fabriqué son sucre dans une saison, mais bien dans plusieurs saisons d'accumulé. Ça veut dire que si on prend l'eau d'érable qui va sortir cette année, puis qu'on analyse, bien, il y a de l'eau d'érable, il y a du sucre qui a été fabriqué de cet été, de l'autre été, puis il reculait jusqu'à même 4 étés. Fait qu'il y a vraiment une réserve qui est là, de sucre qui est fabriqué de saison en saison pour arriver à subvenir là, comme ça. OK. Ça change le travail, le fait qu'il y ait beaucoup de neige ou qu'il n'y en ait pas beaucoup? C'est sûr que ça change le travail parce qu'on va avoir plus de problématiques là, à ce niveau-là. Comme tout le monde sait, quand on sort les raquettes et quand on a jusqu'aux genoux, c'est moins évident. C'est sûr que les trous, des fois, ça peut donner une chance parce que les trous, s'il y a beaucoup de neige, on arrive dans une section de l'arbre qui n'a pas beaucoup de trous de fait. Fait que là, c'est plus facile là, pour aller entailler. Mais c'est sûr que je connais pas l'influence exacte. Là, okay. Si ça peut faire plus d'eau, peut-être que ça peut faire plus d'eau, les sols plus imbibés, peut-être que ça peut aider à ce moment-là. Mais c'est sûr que lui, il y a toujours eu de la neige, façon de parler, l'érable, fait qu'il y a probablement il a besoin de ce climat-là, lui, pour que ça soit adéquat. Là. Puis il n'y a rien qui dit que la hauteur de l'entaille va faire varier la production. Non, il y en a qui ont fait des tests en voulant entailler plus haut.
Ils ont eu des meilleures coulées, même, en entaillant plus haut dans l'arbre. Mais on pense aussi, selon ce qui se dit, c'est que c'est probablement parce que l'arbre est sain aussi dans ces endroits-là. Et non pas vraiment parce qu'il y a plus d'eau qui circule, parce que ça passe justement par la base aussi. Mais c'est sûr que plus l'arbre est sain, plus il y a de véhicules pour aller capter l'eau d'érable. On parle d'entaille, puis on parle d'érable. Quand on parle d'une érablière et on dit, bon, on a, je ne sais pas moi, 14 000 érables, le nombre d'érables ne correspond pas nécessairement au nombre d'entailles. Non. Vous avez raison. On peut dire on a 14 000 érables, mais enfin 14 000 entailles, mais il y a peut-être 12 000 érables. Dans le fond, c'est qu'on voit avec l'achat de nos chalumeaux. On voit comment on peut avoir. Ça peut se calculer une érablière en fonction avec des parcelles aussi. Si on n'a pas de tubulure et on veut savoir comment il y a d'érables, c'est des parcelles, c'est des ronds conformes d'un certain nombre de diamètres. Puis on va calculer les érables qu'il y a dans ça, dans différents secteurs, parce que des fois, c'est plus chargé que d'autres pour arriver à un global. Mais le nombre d'entailles lui-même, on appelle ça, une érablière, des fois, il y en a qui peuvent dire, bon, ben moi, j'ai fait 3 livres l'entaille, l'autre peut dire, je n'ai fait 3,5 livres l'entaille. Ça peut changer aussi en fonction ils appellent ça la normalisation des érables. C'est que à partir d'un certain diamètre, on peut rajouter un entaille ça ne nuira pas à l'arbre. Fait que dans ce cas-là, si on a, exemple, un érablière qui a beaucoup d'arbres de cette dimension-là, il est trop petit pour avoir 2 entailles, mais c'est un très gros un entaille. Fait que si la personne a une érablière qui a beaucoup d'arbres de cette envergure-là, va avoir beaucoup de production à livre l'entaille. Fait que ça, on appelle ça normaliser, dans le fond, en fonction des grosseurs. Fait que s'il y en a qui en auraient des plus petites ou des grosses, des fois qui peut avoir 3 entailles, mais qui est vraiment grosse aussi. Qu'est-ce qui détermine qu'on peut entailler un érable là, qui est prêt à être entaillé? Parce qu'on ne peut pas entailler un érable qui serait trop petit. Qui est trop petit, c'est ça. Il n'y a pas de normes qui vont donner le OK, façon de parler, de l'entailler, sauf les normes biologiques. Les normes biologiques, eux, vont établir qu'en 8 pouces de diamètre et moins, on n'a pas le droit d'entailler si on veut recevoir notre accréditation biologique. Fait que tout le sirop bio qui est fabriqué, on a l'assurance qu'il n'y a aucun érable en bas de 8 pouces qui est entaillé là. Parce que plus petit que ça peut nuire à sa croissance. Okay. Un arbre. Mais pour qu'il soit prêt, c'est environ un arbre d'une 30aine d'années environ. Ah oui, à ce point-là? Oui. OK. Et on entend des fois, on voit des érables sur lesquels il y a plusieurs entailles, puis il y a des gens qui s'y connaissent plus ou moins qui vont parler d'assécher l'érable, qui craignent que cet érable-là ne produise plus après. Alors, la vérité se situe où là-dedans? Bien, c'est sûr qu'à date, on n'a pas de... C'est sûr qu'il y a des nouveaux systèmes vacuum, mais ça, on va aller chercher un petit peu plus d'eau. C'est sûr que c'est tout le temps quelque chose qu'on va se préoccuper parce qu'on veut maintenir la santé des érablières. Fait que là, il y a des études qui sont faites. Justement, je vais assister à ça là, prochainement pour voir là, qu'est-ce qu'il y en est des résultats d'une érablière à haut vacuum, à vacuum standard. Il faut se dire pour faire 1 litre de sirop d'érable, si on prend la bouteille, si je veux avoir une bouteille de cette envergure-là, ça me prend 40 bouteilles de cette envergure-là en eau d'érable. Fait qu'il faut que j'en bouille 40 pour assez évaporer pour arriver à 1. Bon, fait que quand on dit un érable va faire 3 livres l'entaille, exemple, de sirop d'érable, ça pèse à peu près 1 livre. Ça veut dire qu'un érable va fabriquer 3 fois une bouteille comme ça, chacun, de sirop d'érable. Fait que là, si je veux regarder, voir faire un petit peu une comparaison, c'est que si on dit 40 pour 1, ça veut dire que j'ai 120 bouteilles d'eau d'érable que j'ai retirées de l'arbre. Mm-hmm. Fait que si je dis j'ai 120 bouteilles, j'ai retiré 120 livres. Vous me suivez toujours, là? Toujours. Bon, 120 livres d'eau d'érable. Fait que c'est ce que j'ai pris dans un arbre qui a au-dessus de 8 pouces de diamètre. Fait que 120 livres d'eau, c'est très, très peu parce que ça peut peser jusqu'à 1000-2000 livres des arbres. C'est sûr qu'il y a différents.
Fait que c'est vraiment un faible pourcentage de sa masse. Mais c'est un faible pourcentage aussi de l'eau d'érable qui va circuler à l'intérieur. Sauf qu'on s'intéresse quand même à savoir, on ne veut pas nuire, là. On veut s'assurer que la croissance est bien là. Puis on s'assure des tests de sol. On va aller vérifier si tous les éléments sont là, les taux d'acidité, pour faire de l'épandage s'il y a besoin, il y a. OK. Alors, d'une certaine façon, ces érables-là sont toujours protégés, là, entre guillemets, à cause du fait que vous en retirez très peu. C'est ça. On en retire, c'est un faible pourcentage. Mais on ne sait pas s'ils sont... c'est sûr que dans le biologique, ben, on va quand même avoir un suivi qui est plus constant par rapport à la grosseur. Mais à date, on ne voit pas de dépérissement massif d'érablières. Fait qu'il faut croire que la technique est quand même bonne là, pour l'environnement, mais c'est bien de toujours... parce qu'on a entendu ça depuis plusieurs années, hein? On les a... Il y a eu une période, puis vous pourrez me corriger si je fais fausse route, il y a eu une période où on ajoutait une fameuse petite pilule blanche pour améliorer, soi-disant, le rendement. Est-ce que cette pratique-là existe toujours? Ça fait longtemps de ça. Moi, j'étais plus jeune dans ce temps-là, mais j'avais entendu parler de ça. Ça, c'est certain que ça n'existe plus. Okay. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des tests qui sont faits par la Fédération acéricole du Québec pour vérifier tout le sirop d'érable, qu'il soit biologique ou non. Il faut qu'il passe les inspections à ce qu'il n'y ait pas d'éléments nocifs dans ça. Là. C'est une pratique qui n'existe plus et qui date de plusieurs années. C'est ça, exactement. OK. Un érable peut être productif pendant combien d'années? Un érable à sucre, ça peut vivre jusqu'à 250 ans. Fait que c'est quand même... puis même plus. Il y en a qui peuvent être plus que ça, mais en général, ça peut ressembler à ça. À partir d'une trentaine d'années, justement, il peut se mettre à produire adéquatement. Puis après ça, on a juste à faire le calcul, mais c'est quand même... il peut produire longtemps. Ouais. Il va survivre à la sériculture. Oui, oui, en masse. Chez Biodélice, vous faites évidemment un choix à partir du sirop qui est produit. On parle des classifications de sirop. Vous pourriez peut-être nous les rappeler, puis nous dire comment vous procédez pour faire le choix de votre sirop. Oui. Ça, c'est un système de classification qui est établi par le gouvernement. De plus en plus, le sirop d'érable est connu à l'étranger, fait qu'il se fait une normalisation. C'est-à-dire on veut avoir le même standard partout dans le monde. Fait que pour la production américaine, la production canadienne. Fait que là, les systèmes de classification, fait qu'on on est habitué d'entendre du 2A, A, B, C, D. Fait que ça veut pas dire, c'est pas un gage de qualité. C'est pas la couleur qui va donner, ça veut dire une couleur. Fait que c'est pas cet effet-là qui va nous dire si le sirop d'érable est bon ou il n'est pas bon. Parce qu'on pourrait avoir un sirop d'érable une bouteille grade B, puis je pourrais en mettre 100 autres à côté, de grade B, de 100 cabanes à sucre différentes, puis ça va être toutes des B, mais il n'y en aura pas un qui va goûter la même chose. OK. Fait que ça, c'est très important de savoir que la couleur, le grade, c'est seulement un indice de la force que peut avoir le goût du sirop. Okay. Mais ensuite, ça va vraiment à la cabane à sucre, ses techniques, ses façons de faire pour arriver à déterminer quelle marque ils vont préférer. Nous, vous êtes amené à les goûter pour en faire le choix? Dans notre cas, oui. On goûte à tous les barils de sirop. Puis c'est, dans le fond, tout est testé avant. On travaille avec des érablières, comme j'expliquais, là, avec de l'érable à sucre. Fait que nous, on a vraiment le goût est rattaché à notre marque et non pas par classification de couleur. OK. Donc, mais on n'a pas le choix de l'afficher parce que c'est les normes. Les normes, okay. Même si, dans le fond, on doit marquer quelle couleur qu'il y a là, au niveau de transmission de lumière. OK. Mais chez vous, c'est pas l'élément qui est important. Non, pas vraiment, non. C'est la saveur. C'est ça, exactement. Okay. Ah oui, tout est en fonction du goût chez nous. OK.
Les techniques en acériculture, elles ont beaucoup changé. On parlait de tubulure, de vacuum. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont on est plus ou moins au courant qui... C'est sûr que qu'est-ce qui va avoir tendance à changer, c'est toujours au niveau du point de vue économique. Parce que moins ça coûte cher à produire, plus c'est rentable pour la sériculture. Fait que souvent, les recherches vont être faites au niveau pour sauver des carburants, au niveau des évaporateurs. Il y a eu, à un moment donné, les inventions, bien pas l'invention, mais on peut dire l'installation des osmoses inversées. Ces systèmes-là qui font on appelle ça des séparateurs d'eau dans le bon langage. Là. Dans le fond, c'est que tous ces équipements-là, ces nouveautés-là vont servir à rentabiliser l'érablière. Fait que c'est pour ça que là aussi, la sériculteur va avoir une tendance à s'y procurer parce que justement, il peut faire des économies à long terme. Puis c'est pour ça que on a tendance à évoluer sur ces systèmes-là. Fait qu'on a, nous, dans notre cas, on a un évaporateur au granule de bois. Le granule de bois était plus... quand on a fait les acquisitions, il y avait une grosse différence avec l'huile. Fait qu'on a pu bénéficier de cet écart-là. Là, c'est sûr que ça s'est maintenu, mais quand même, nous autres, c'est plus économique au niveau du granule, puis on aime bien cette façon-là qui est plus écologique aussi de fonctionner. Fait qu'à cette heure, on a des évaporateurs, comme je vous dis, au granule. Ça peut être des fois bois-granule, mais ils sont très efficaces aussi au niveau du bois. Les systèmes de turbines, de fans, de tout... après ça, on a des systèmes électriques aussi, des nouveautés. Des systèmes qui peuvent, avec une induction de vapeur pour concentrer, arriver à cuire, mais avec moins besoin d'énergie. Fait que ça, c'est au niveau des bouilleuses. Après ça, dans les séparateurs, chaque compagnie vont faire leur petit débouché dans ça. Fait qu'on a des fois... certaines compagnies qui vont avoir des séparateurs tellement gros que même dans une érablière de 14-15 000 en taille, il va y avoir une petite bouilleuse grosse comme cette table-là, puis c'est assez parce qu'ils ont tellement de systèmes pour... C'est presque rendu en sirop d'érable avant de le bouillir. Là. Fait que ça a une influence sur les goûts. Sauf que des fois, l'industrie a besoin de ce type de sirop-là, puis c'est économique. Fait que c'est ça, il y a des différences là-dedans. Puis, est-ce que ça influence votre choix de collaborateurs, ces équipements-là? Oui, ça influence notre choix. C'est une bonne question parce que moi, on va privilégier, comme je vous dis, le goût, la saveur de l'érable. Puis la saveur de l'érable, ça a besoin d'une cuisson lente. Ça a besoin d'aller chercher les caramels. Puis c'est une cuisson de feu vif. Fait que moi, c'est sûr que je vais prioriser des cuissons de feu vif, le granule de bois, à l'huile aussi. Pour arriver à avoir les goûts que je recherche. Depuis tantôt, on parle de saveur. Biodélice a un marché qui est très étendu. Vous allez chez les Américains, chez les Européens, chez les Japonais. Est-ce que ces gens-là ont des goûts qui leur sont caractéristiques, ont des goûts qui leur sont particuliers? Les goûts, c'est surtout la culture. Par rapport à chaque pays, c'est que à un moment donné, il faut qu'on... C'est ça qui est la tâche, là. C'est le fun parce que ça vient de chez nous, puis on s'en va là expliquer comment on peut l'utiliser, puis comment le faire connaître. Parce que la plupart des gens où on le fait goûter, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Puis il y a du fondant d'érable, du sucre d'érable, ils n'ont jamais vu ça. Ça sort des fois. Je me suis déjà dit qu'il se demandait si c'était de la moutarde qu'on faisait, puis ils voyaient ça, puis c'est de la moutarde. Mais c'est fait que là, il faut constamment expliquer puis essayer de s'imprégner de cette culture-là puis voir avec quoi ils peuvent l'utiliser. C'est quoi ils mangent, quelles coutumes ils ont pour que ça puisse bien se marier avec. Fait que c'est tout un travail là, au niveau du marketing puis du développement d'arriver à se positionner parce que c'est un produit qui est quand même dispendieux, l'érable. Il est cher ici, mais il est cher là-bas. Mais il est cher parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Selon moi, c'est le juste prix qui va toujours remporter. Fait que quand on a un juste prix, ça va toujours... quand les gens peuvent s'apercevoir de la qualité, avec quoi le prix ils payent, ils sont toujours heureux. Fait que si on arrive avec un prix comme ça, puis on arrive dans
dans les coutumes, bien, il faut leur tenter. Il faut leur dire, bon, mais c'est un produit de luxe, mais je vais l'essayer. Fait qu'il faut l'essayer de faire ça. Bien, à un moment donné, bien, ça fonctionne, mais c'est différent d'un pays à l'autre, un peu comme vous dites. Là, en France, on commence tranquillement, justement, à faire connaître, mais ils veulent des recettes, il faut être là, il faut être présent, puis s'en occuper. Aux États-Unis, c'est plus connu un peu, fait que c'est au niveau... là, on a des comparables. Fait que là, nous, c'est le fun, Biodélice, de vendre dans un endroit où ils en vendent déjà du sirop d'érable. Parce que souvent, s'ils n'ont pas les produits transformés, ils ont du sirop d'érable. Fait que ça nous donne un comparable. Fait que quand ils ont une certaine attente, ils ont déjà goûté à un sirop. Puis nous, ben là, on peut arriver en présentant un haut de gamme. Puis fait que là, là, c'est là qu'ils voient la différence. Puis qu'on a une facilité de rentrer dans le marché. C'est pour ça qu'au Québec, justement, ça a bien été. Parce que les gens ont une attente de sirop d'érable. Fait que quand ils ont goûté à nos produits, là, ça s'est mis tout de suite à faire boule de neige. En somme, quand vous allez sur le marché étranger, vous devez en quelque sorte faire leur éducation. Oui, faire leur éducation, puis justement, c'est plein de vertus au niveau de l'érable, fait que faut savoir que faut savoir bien cibler les personnes avec qui on travaille, parce que les autres, des fois, c'est en présentant les goûts, les arômes, tout ça. Des fois, c'est pas ça nécessairement qui accroche, mais c'est surtout les bienfaits de ce type de sucre-là face à d'autres qui peuvent les intéresser. Fait que chaque marché a vraiment son intérêt. Fait qu'il faut faire le marketing en fonction de ce qu'ils veulent savoir sur le produit. Vous produisez sirop, beurre d'érable, fondant, sucre. Bon. Comment faire pour innover là, quand on a toute la gamme de produits? Et parce qu'on sait que les entreprises ils sont condamnées à l'innovation presque. Oui. Alors, comment vous faites pour innover? C'est ça qui est particulier. Dans notre cas, c'est vraiment des produits de base. On n'a pas inventé la roue là, nulle part dans ce qu'on fait là. Mais ça part de notre matière première. Notre sirop d'érable, il a été sélectionné. Il a son goût particulier. Puis c'est vraiment là qui est notre force. Chaque producteur qui travaille avec nous dans la région, c'est des gens qui sont fiers, ils travaillent avec nous, puis ils sont à l'affût de toutes les nouveautés qu'on pourrait faire pour maximiser les arômes. Et des fois, c'est eux autres qui m'appellent, j'ai entendu parler de telle affaire. Puis, fait arriver à avoir cette qualité-là, ce standard de goût-là, ça, on est unique dans le monde, à avoir une quantité comme ça de sirop avec un standard de goût comme on fait là. Avec ça, on est capable de promouvoir l'érable vraiment à son haut niveau. Puis, fait que ça devenait facile, dans un sens, d'utiliser ce sirop-là puis de l'utiliser en produit transformé. Fait que chacun des produits, ben il va avoir encore ce goût-là qui revient. Parce que ce sirop-là aurait très bien pu se retrouver dans le pot et vice-versa. Parce que c'est le même sirop de qualité qui est utilisé partout. Il n'y a pas de sirop moins cher ou quoi que ce soit qui peut avoir des petits goûts, des mélanges, enfin là, il n'y en a pas. Fait que c'est un sirop parfait qui est utilisé partout. Fait que ça fait en sorte qu'on compétitionne facilement les mêmes produits. Mais le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher des marchés que les autres ont. C'est d'aller se créer, de se frayer un chemin, puis de faire une complémentarité. Puis tout le sirop d'érable a toute cette qualité-là, des propriétés nutritives qui soient moins goûteux ou plus goûteux. Ils sont quand même un produit qui est très bon pour la santé par rapport à un autre type de sucre. Puis il faut savoir être riche en minéraux puis en antioxydants. 54 antioxydants dans le sirop d'érable. Fait que toute l'érable, en général, c'est un produit qui va fonctionner un beau développement. Pour notre région, en plus. Là. Vous avez oui, effectivement. C'est créateur d'emplois, puis ça participe à l'économie de la région. Oui. On parle de sucre, de gelée, bon. On parle jamais de tire d'érable. Oui, la tire, c'est que on l'apporte à un degré assez élevé en sucre. Puis, ça se conserve pas bien. Lui, il veut, il demeure comestible, sauf qu'il cristallise. Comme on avait des cannes de tire dans le temps, là, on avait... si on fabriquait des tirs, il faudrait tout de suite les mettre au congélateur. Fait que souvent, il y a des petites compagnies qui vont en faire, ils vont en mettre dans les congélateurs là, durant le temps des sucres. Mais il y a des façons de faire, mais ça prendrait des agents
stabilisateur, puis nous autres, on n'a pas d'intérêt, on n'aime pas, on veut garder ça là, le plus Ça serait impeccable. plus compliqué, quoi. Ben non, c'est l'effet que un agent stabilisateur, c'est plus 100% pur. OK. Puis nous, Biodélice, on prône le biologique, on prône le naturel, on prône... on veut avoir le top de ce qui se fait, on veut pas ajouter de choses dedans. Fait qu'on trouve tous les procédés qu'on a, que ce soit dans le beurre d'érable, dans les sucres, c'est vraiment avec des 100% pur. En quelques secondes, l'avenir est prometteur? Pour l'érable, oui. Tant qu'on va avoir des hivers et qu'on va réussir à faire du sirop d'érable, je pense qu'on a un avenir très, très prometteur. Vous êtes à l'abri des bonnes et des mauvaises saisons? Plus ou moins. C'est sûr qu'on se garde des réserves. Avec le temps, on est capable de s'acheter plus de réserves puis d'avoir un certain coussin pour, en cas, il y aurait des plus petites saisons, fait qu'on est capable de varier ça, mais oui, je pense qu'on va avoir une belle avenir là-dedans puis qu'on va continuer à faire grandir la région. Ah, M. Dubois, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment. Ben, ça me fait plaisir. C'est fort intéressant. Alors, quant à vous, on vous invite à être des nôtres pour une autre émission de cette série, l'agroalimentaire chez nous en Appalaches.